Tarek Ramadan, de l'islam et des musulmans, votre dernier livre, Réflexions sur l'homme, la réforme, l'Occident, la guerre. Alors, c'est votre dernier ouvrage paru en décembre dernier, à quelques jours même, je peux le dire, avant l'événement de Charlie Hebdo. Un livre plus que jamais d'actualité. Ce livre, c'est peut-être une précision sur la terminologie islamique, je pense. Oui, en fait, c'est pas le dernier. Il y en a un qui vient de sortir le 8 avril sur l'éthique islamique, une introduction. Et donc, ce livre dont vous parlez, qui est sorti en décembre, est un ouvrage où j'essaye d'aborder un certain nombre de notions clés. Mais en fait, à l'inverse de ce que l'on fait dans les médias où l'on commence à parler des problèmes, je parle plutôt des conceptions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de l'islam si on ne parle pas de la conception de l'homme, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est l'homme en lui-même et dans l'univers, le sens de la vie, le sens même de la création, au sens de l'humanisme que l'islam porte en lui. Et puis ensuite, à partir de ceci, vont se conjuguer l'ensemble des éléments qui constituent le lexique, la terminologie. Et donc, on ne peut pas comprendre le mot djihad si on ne l'insère pas dans ses conceptions générales. On ne peut pas comprendre des termes comme sharia si on ne comprend pas qu'en fait, il y a toute l'idée d'une voie qui mène à la source et qui est un chemin de fidélité, qui n'est pas un code pénal tel qu'on le réduit parfois dans l'orientalisme ou dans les médias. Donc, le livre est un ouvrage d'approfondissement simple, parce qu'il se veut une introduction, d'explication de la terminologie. Et puis après, la deuxième partie du livre, c'est effectivement les défis contemporains pour les occidentaux musulmans ou les musulmans qui vivent l'époque qui est la nôtre et comment faut-il concevoir son rapport aux sources et son rapport à soi. Comment finalement vivre une spiritualité qui soit sereine dans un monde un peu compliqué et crispé. Est-ce qu'il y avait un besoin de redéterminer, de repréciser justement ce terme? Est-ce que vous avez le sentiment que ce terme a été galvaudé? J'ai pas le sentiment, j'ai la certitude tous les jours de ma vie de faire face à une espèce de confusion terminologique. On parle beaucoup, on sait plus très bien de quoi on parle, on ne définit plus grand-chose, on passe d'un terme à l'autre en supposant que la définition commune est la définition normative. Eh ben non, aujourd'hui on a des définitions communes qui sont pas des définitions, qui sont des perceptions. Et la définition normative est perdue, donc on doit faire un travail de discipline intellectuelle. La discipline intellectuelle, c'est qu'il n'y a pas de phrase qui fasse sens si les termes qui la composent n'ont pas de définition. Vous avez été invité dans pas mal d'émissions en Europe après la sortie de ce livre, justement après l'événement Charlie Hebdo. Et on vous a reproché de votre explication souvent sur Europe 1, par exemple, vous n'étiez pas clair. J'ai vu que vous avez, en face des trois journalistes, parmi Madame Chabot, vous avez été quand même lynché, si je peux le dire. Non, je n'ai pas du tout vécu ça. J'ai assisté à ce qu'il y avait de plus déplorable dans le journalisme contemporain, à savoir que ce soit, vous avez parlé d'Arlette Chabot, de Michel Cotta, mais également celui qui insistait énormément pendant toute l'émission à dire que je n'étais pas clair et qui est un journaliste prestigieux en l'occurrence. Ça fait partie de la grande référence Duhamel. C'était pathétique de voir quelqu'un qui avant l'émission avait décidé que je n'étais pas clair, qui pendant toute l'émission a répété que je ne l'étais pas et qui n'a mis en évidence que la non-clarté de sa propre position. C'est-à-dire que ma position, elle était claire sur tous les points. Ma condamnation de ce qui a été fait et du meurtre et de l'atteinte à la liberté d'expression ne souffre aucune discussion. Ce que je disais en plus, c'est que vous ne m'assignerez pas à prendre une position comme si j'étais en face de Bush. Soit je suis avec vous, soit je suis contre vous. Le monde est beaucoup plus complexe que ça. Je défendrai le droit des dessinateurs de dessiner, des hommes de s'exprimer. J'irai même jusqu'à défendre leur droit de pouvoir m'insulter. Mais ça ne veut pas dire que je doive adhérer au sens de l'humour qui est le leur. Et si être Charlie, ça veut dire être avec tout et n'importe quoi pour se donner l'impression qu'on est progressiste, là on est encore une fois
pas du tout dans ce qui doit être. Donc, si vous voulez, ma position de ce point de vue-là, elle était claire, mais en France, chez un certain nombre de journalistes, ils continuent à vouloir répéter parce qu'ils ne savent plus comment s'y prendre, que j'ai un double langage et je continue à répéter avec l'insistance de celui qui ne cesse pas de dire. On dit même, peut-être pour ajouter à cela un dernier mot, on dit même que vous avez changé un peu de ton, de tonalité par rapport à ce que vous disiez il y a 5 ans et aujourd'hui pour vous faire accepter. Donc en Europe, vous avez changé de langage. On dit même. Qu'est-ce que vous répondez? Il faudra que vous définissiez quel est le on et quelle est la source du on dit. C'est même journalistes européens qui non, disent... Non, pas européens. Soyez très très précis là-dessus. C'est quelques journalistes français qui ont l'esprit retors et qui ont une idéologie beaucoup plus qu'ils ne font leur métier. Il faudra bien qu'on aille chercher à savoir où ils se positionnent dans l'échiquier politique plutôt que de me poser la question à moi. Parce que là où ils se positionnent sur l'échiquier politique, c'est eux qui ne sont pas clairs. C'est eux qui font du journalisme idéologique. C'est eux qui entretiennent la confusion. C'est eux qui entretiennent une sorte d'islamophobie médiatique et qui systématiquement confondent et les terminologies et les perspectives. Donc je n'ai changé aucunement de position. Je vais même vous dire que j'ai répété sur le plateau auquel vous faisiez référence ce que j'avais dit au moment où commence la question de la liberté d'expression sur l'affaire Salman Rushdie, en disant l'affaire Salman Rushdie, je me suis opposé à la fatwa parce que j'ai dit que c'était une fatwa politique, elle n'était pas religieuse, et ma position a toujours été la même. Je défendais Salman Rushdie dans le droit qu'il avait à dire ce qu'il avait à dire, même si je n'aimais pas ce qu'il avait dit. Et ma position n'a pas changé. Par contre, Sarkozy, Duhamel, Hollande et compagnie, eux, ils ont beaucoup changé. Le double discours n'est pas de là où on pense qu'il vient. Alors justement, Marek Ani, donc je le disais, master dans l'université McGill, donc et en anthropologie et donc étudiant-chercheur en histoire des religions. Le mot vient d'être lâché par Tariq Ramadan, l'islamophobie. On a entendu beaucoup parler de cela ces dernières années, depuis d'ailleurs donc le 11 septembre, donc où la face du monde a changé, le regard par rapport au monde musulman a changé. Peut-être vous, avec vos études aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une réelle islamophobie? Ou à Maurice, en Europe, dans le monde. Dans le monde. C'est très intéressant. Alors moi, je me rappelle, j'ai grandi dans les années 90, avant le 11 septembre, à Maurice. À Maurice, on a des clichés sur toutes les communautés, c'est bien connu. Le cliché qu'on avait sur les musulmans, c'est qu'ils étaient un peu mafieux, parce qu'ils vendent de la drogue. Et bon, ce qui est un cliché lamentable, déplorable, comme tous les clichés. Et du 11 septembre, du jour au lendemain, comme ça, on passe du cliché, le musulman est un terroriste, le musulman est un fanatique, le problème est essentialisé, c'est par rapport à sa religion, c'est par rapport à ce qu'il lit, ce qu'il croit, et on passe d'une méfiance assez bête, le cliché d'avant n'était pas mieux, à un cliché complètement encore plus dur et encore plus discriminant. Et c'est un cliché, hélas, qui est dans le monde, partout, en France, aux États-Unis, au Canada. Et quand on voit le problème de la France, oui, il y a un gros problème d'islamophobie. Cette obsession de maintenant de la politique, on va depuis quelques années nous parler des racines chrétiennes de la France, que les musulmans doivent s'adapter, que le musulman c'est cet autre que l'Europe a construite depuis le Moyen-Âge. Et ce qui est très intéressant, c'est que où est-ce que je voulais en venir par rapport à cette idée de ces racines chrétiennes de l'Europe, du musulman qui doit s'adapter, il y a même de plus en plus de penseurs musulmans en France qui disent oui, le musulman doit s'adapter, il faut être occidental, il faut être musulman voltairien. Et le professeur Ramadan dit depuis quelques années mais est-ce que c'est vraiment aux musulmans de s'adapter ou c'est pas aussi à l'Europe et aux Européens, au monde occidental, au monde chrétien ou post-chrétien, d'apprendre à vivre avec le musulman? On va revenir à ça justement un peu plus tard au cours de l'émission peut-être. Jonathan Rava, vous êtes chef de département d'études sociales à l'Institut Cardinal Jean Margeau. Vous êtes aussi porte-parole du Conseil des religions ici à Maurice. Oui, tout à fait. Donc toute cette affaire d'islamophobie, ce regard pernicieux souvent sur une communauté. Donc comment au niveau du Conseil vous voyez tout cela? Alors, je ne peux que souscrire effectivement au fait que nous avons plein de préjugés à l'île Maurice et que nous avons évidemment des défis à relever en ce sens. Si vous voulez, notre analyse à la fois au Conseil et dans mes recherches part un peu de ce schéma. Comme tout pays, l'île Maurice, enfin la République de Maurice, a des défis à relever.
pauvreté, misère, fléaux sociaux en tout genre, etc., corruption, etc., etc. Mais en plus de ce premier palier, ce palier de défi qui concerne finalement tout pays dans le monde, l'île Maurice, la République de Maurice fait face aussi à une diversité de diversités, qu'elles soient linguistiques, gastronomiques, culturelles, religieuses, d'opinion politique, etc., etc. Et particulièrement, je dirais, religieuse et ethnique de par notre histoire. Et il se trouve qu'il y a comme une espèce d'amalgame de ces deux réalités qui font que nous voyons un processus d'ethnicisation à outrance à Maurice. Donc à Maurice, il ne s'agit pas simplement d'une affaire entre un citoyen et un autre ou contre un citoyen, par exemple, mais c'est toujours un citoyen de telle communauté contre un autre citoyen d'une autre communauté, par exemple. Donc il y a ce processus d'amalgame, de confusion qui finit par créer un véhicule, comme a dit Marek, de stéréotypes, de préjugés. En tout genre, notamment le musulman, par exemple, il est effectivement mafieux, il est vendeur de drogue, etc. Le créole, il est paresseux, etc. Et ça, on y va comme ça. Et face à ce véhicule de préjugés, de stéréotypes, le défi est clair. Aujourd'hui, il s'agit de savoir quel modèle de vivre ensemble pourra répondre à ce genre d'amalgame. Vous voyez ? Et c'est là le grand défi, parce qu'on peut alors se poser la question, mais quels sont les modèles d'interculturalité, si vous voulez, ou de vivre ensemble, voit-on à Maurice ? Quels sont les modèles prônés par les politiques en tout genre, les politiques, je veux dire les politiciens, mais en même temps les politiques économiques, sociales, etc., et qui favoriseraient effectivement le vivre ensemble. Et c'est une question fondamentale que nous portons au Conseil des religions, d'où effectivement un peu, si vous voulez, ce modèle de dialogue interreligieux que nous voulons mettre en avant. Justement, ce vivre ensemble, ce dialogue interreligieux, c'est souvent à l'approche des élections, pendant les élections, dans une campagne électorale, qu'on voit que finalement notre pays est compartimenté. Or, en dehors de cela, pour la fête nationale, pour les Jeux des îles, on voit que c'est tout un peuple qui savoure une victoire, qui chante derrière ces médailles d'or. Mais peut-être, Tariq Ramadan, donc, vous connaissez Maurice bien maintenant pour être venu plusieurs fois. Vous animez en ce moment même d'ailleurs des conférences à travers le pays. Donc, ce vivre ensemble ici à Maurice, est-ce que en Europe ou ailleurs, on a beaucoup de difficultés justement à accepter le musulman comme on le fait ici, assez facilement ici à Maurice? Écoutez, ce que vient de dire Jonathan à la suite également de ce qu'avait dit Marek, ce sont des choses qui sont importantes. D'abord, je pense qu'aucune société ne doit idéaliser son parcours et ses réalités, parce qu'il y a des défis partout. Et qu'en l'occurrence, il ne faut ni idéaliser sa réalité, ni idéaliser la réalité des autres. Parce que par exemple, on a pu dire, on a parfois idéalisé le système américain en disant c'est le règne de l'identité multiple et autres. Il y a énormément de problèmes dans tous les pays. Aux États-Unis, quand on dit que tout va bien parce que c'est un pays de migration, au Canada par exemple, c'est pas vrai. Quand vous êtes latino aux États-Unis, vous faites face à une discrimination mais terrible. Au Canada, c'est en train d'aujourd'hui de s'installer de la même façon. On voit des choses qui se passent dans des pays où la politique sociale était extrêmement avancée, comme dans tous les pays d'Europe du Nord. Regardez la Norvège, la Finlande qui vient d'élire des partis d'extrême droite. C'est vraiment des choses dramatiques qui sont en train de se passer. Donc ici, à l'île Maurice, il y a une chose qui est importante, il faut se méfier des unités ou des unions émotives. Gagner un match de football ou n'importe quelle compétition sportive ou même la fête nationale, être unis dans l'émotion ne veut absolument pas dire que nous vivons dans la cohésion. Et qu'à un moment donné,
une étincelle, un événement. Par exemple, quand on parle de corruption, comme c'est les grandes discussions du jour, ou quand il y a quelques années, il y avait eu l'incendie à l'Amicale, un élément qui soit ce petit brin qui vient mettre à mal un déclic, quelque chose qui puisse être, et tout à coup vous revoyez les appartenances et tous ces préjugés se remettre en place. Et donc c'est ça qu'il faut, il ne faut pas. Mais comment réagir à ça justement ? Il faut des politiques de prévention, c'est-à-dire un vrai travail en amont. Le discours et le dialogue qui est mis en évidence, ce dont vous parlez ou ce dont nous parlait Jonathan tout à l'heure, ce sont des choses qui sont importantes, c'est-à-dire qu'il faut une cohésion sur des principes et une appartenance à une république qui détermine son cadre, qui dit sa citoyenneté et qui apprend aussi aux gens leur appartenance à un destin commun d'une nation et d'une république et pas à ces appartenances émotives qui vont se crisper. Ça veut dire se connaître soi et connaître autrui, lutter contre les préjugés, sortir de ces certitudes. Tout ça, c'est un travail qui est extrêmement long. Mais si on continue, moi j'entends souvent les gens de l'extérieur de l'île Maurice, si vous voyez, ils se disent c'est extraordinaire ce pays parce qu'ils confondent la plage parfois avec la cohésion nationale. C'est pas ça l'île Maurice. L'île Maurice, c'est aussi la pauvreté, c'est tous les défis qui ont été mis en évidence. Et un grain de sable dans la machine, et voilà que les choses s'enrayent très très vite. Donc c'est fragile. Et donc à partir d'un certain moment, aujourd'hui, vous avez, parce que ce qu'a dit Marek est vrai, le passage de il était vendeur de drogue, il est devenu terroriste, a alimenté aussi des propos qui sont islamophobes, un vrai racisme réel qui est en train de s'installer. Ça, il ne faut pas le laisser faire. Donc comment on fait ? Comment on agit par rapport à ça ? C'est pas en restant. Vous avez ce sentiment-là quand vous êtes ici ? Vous entendez ça ? Ah oui, mais moi je l'entends, et je l'entends même de personnes qui ne sont pas de confession musulmane, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent ce que vient de dire Marek, ce que constatent vos concitoyens, c'est-à-dire à un moment donné, on ne peut pas ne pas reconnaître que ces préjugés peuvent parfois s'exprimer au gré des tensions, au gré des... Donc, d'une certaine façon, il ne faut pas nier les acquis de la société mauricienne, mais il ne faut pas les idéaliser. À idéaliser les acquis, on finit par ne pas savoir gérer les problèmes. Juste une dernière question pour revenir à votre livre. Je vois la page 145. Donc, je cite, si une femme ou un homme est clairement persécuté ou sa religion, elle ou il a le droit de résister. Et cette résistance, c'est une résistance non violente que vous proposez, parce que à la phrase suivante, vous dites que les armes sont l'ultime recours si toutes les autres voies sont inopérantes. Oui, la résistance, elle est légitime. Si vous m'opprimez, j'ai le devoir humain de vous résister. Et l'histoire des hommes, c'est l'histoire de la dignité des résistances. Maintenant, il faut que les résistants soient dignes. La non-violence est le principe, mais quand on vous tue dans votre être, le fait que dans l'ultime résistante, vous ayez à prendre. Je suis tout à fait d'accord avec la position de Nelson Mandela. Nelson Mandela disait « Les armes du résistant sont décidées par l'oppresseur. Parce que s'il tue, il faut que le résistant puisse avoir... » C'est fort ce que vous dites. Donc, vous dites que vous apportez une justification, en quelque sorte, à l'utilisation de la résistance. De l'arme. Mais écoutez, s'il n'y avait pas eu de résistants contre le nazisme, où serions-nous ? Alors, je tombe sur un tweet d'Alain Duhamel qui va vous intéresser tellement. Les djihadistes veulent mêler la lutte contre l'état de droit et la guerre de religion. On va terminer dessus. Votre réaction ? Oui, c'était l'autre. C'était son frère avec lequel j'avais un travail. Mais je pense que, oui, les djihadistes, encore une fois, ils ont un projet. Ils vont, eux, travailler sur la fracture. Ils travaillent exactement là où certains en ont besoin. Ils sont les alliés objectifs des néoconservateurs américains. Ils sont des opposants et les deux jouent sur ce plan-là. Et nous, il faut une condamnation des deux, à mon sens. Il faut une condamnation de ces groupements, il faut une condamnation de ces djihadistes, et il faut une condamnation de tous ceux qui, à partir de leur politique, sont en train d'entretenir la violence, d'entretenir la fracture, et de ne penser qu'à leur intérêt économique, et pour lesquels le sang des Arabes, le sang des Africains n'a jamais valu grand-chose. Eux, ce ne sont pas les représentants de notre dignité. Quel que soit leur discours sur les droits humains, ils montrent tous les jours qu'il y a des humains qu'ils respectent quand il s'agit de leurs élections et qu'il y a des humains qu'ils négligent quand il s'agit de leur vie.